Donc, comment tu te retrouves au foyer alors que ta mère est en France? Bon, moi j'ai envie de te poser la question. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu me dis pas? Pas du tout, je pose vraiment Parce que des tes questions, elles sont vraiment... Si ton père ne t'a pas touché sexuellement, si ton père ne t'a pas fait, mais avec des faits réels, hein, n'a pas atteint ne t'a pas fait du mal, te détruire, vouloir te tuer, te toucher sexuellement, et que la raison pour laquelle tu détestes ton père, c'est parce qu'il a des problèmes avec ta mère, sache que ton père est ton père. Ton père est ton père. Hello les amis, nouvel épisode Real Talk Real Shit. Je suis Gigi. Ici, je reçois des invités avec lesquels je discute sur des sujets pour lesquels tout le monde se pose des questions et sans langue de bois. Alors, si ça te plaît et si ça t'intéresse, reste avec moi et s'il te plaît, abonne-toi et active la cloche pour activer les notifications. Et donc, c'est parti. Tu vas passer un bon moment avec moi, je te promets, comme d'habitude. Alors, hello Astrid. Aujourd'hui, je vais recevoir donc Astrid Aimé qui est écrivain. Ça fait un moment qu'on devait se voir. Mais Astrid m'a, comment vous dire, mis un lapin. Mais aujourd'hui, il est là et on va passer un bon moment. Ce qui est bien avec ce genre d'invité. Alors, Astrid est écrivain, donc vous allez voir qu'il s'exprime extrêmement bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a dit, Gigi, on peut parler de tout, y a pas de problème. Et j'aime les invités comme ça parce que je vais pouvoir poser toutes sortes de questions. Astrid, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Merci de l'invitation. Je suis un peu angoissé à l'idée des questions parce que j'ai aucune idée des questions que vont m'être posées. Oui. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va bien. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, tu te situes où actuellement? À quel niveau? En termes de bien-être, comment tu te sens? On va dire un 7 sur 10. D'accord. Ça pourrait Non, être mais mieux. c'est très Ça bien. pourrait être mieux, mais ça va. La perfection n'existe pas, Astrid, ok? Cut it out! Donc, Astrid, lorsque je préparais cette interview, j'ai regardé plusieurs de tes interviews. C'était important pour moi de pas faire une redite des interviews que tu avais déjà faites, mais en même temps, dans les interviews que tu as faites, il y a des parties qui ont piqué mon attention. Et donc, comme d'habitude, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, tu as été, donc, tu as grandi au Cameroun, tu es né et tu as grandi au Cameroun, et tu es arrivé en France un petit peu avant ton adolescence, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, en gros, ce que j'ai compris, c'est que finalement, quand tu arrives en France, tu as un enfant un peu qui est tiraillé entre son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en fait? Le tiraillement, en fait, il a toujours été là depuis le Cameroun déjà, parce que j'ai grandi entre la famille du côté de ma mère et la famille du côté de mon père. Ma mère est en Béthi, mon père est en Bamileke. Donc le tiraillement était déjà là, mais là, le tiraillement se fait, la distance est beaucoup plus marquée parce que mon père reste au pays, en fait. Et moi, j'arrive en France avec ma mère, qui, elle, est remariée avec un monsieur d'origine portugaise. D'accord. Donc la distance, pour un petit garçon, enfin, pour un garçon qui rentre dans l'adolescence, en tout cas, ça peut être très difficile. D'autant plus que mon petit frère, lui, il avait senti qu'il allait avoir ce gouffre en fait affectif. Il a senti avant moi. Moi, j'étais un peu dans le déni. Mm-hmm. Et je me souviens que les premiers jours où on est arrivé, il disait je veux rentrer. D'accord. Donc voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Donc le tiraillement a toujours été là. J'ai toujours été avec mon père et avec ma mère. Mais là, j'ai compris qu'en fait, je devais passer beaucoup plus de temps avec ma mère, quoi. Ok. Revenons sur le tiraillement qui commence un petit peu au pays. Je vais te poser vraiment des questions qui sont, voilà, c'est des questions qui me viennent en tête. Il n'y a aucune mauvaise intention qui est derrière ça, il faut que tu le saches. Mon intention, c'est vraiment de comprendre et d'avoir une conversation qui est real. Et si j'ai l'occasion de partager des éléments avec toi qui me permettent d'illustrer certaines questions ou certains de mes propos, je le ferai, il n'y a pas de problème. Donc, pour revenir sur
quand tu étais au pays, pourquoi un tiraillement entre ton père et ta mère? Tu parlais de deux, enfin, j'ai cru comprendre au travers de ce que tu as dit précédemment qu'ils sont issus de deux peuples différents. Est-ce que c'est de là que commence le tiraillement ou pas vraiment? Ou est-ce que tu es au sein d'un couple? Qu'est-ce qui va pas en fait entre tes parents concrètement? Ah, ça, c'est des questions que je vais me mettre dans une sauce parce que bon, ma mère va voir ça, mais qu'est-ce que... Non, en fait, ils sont pas juste de deux groupes ethniques différents, ils sont de deux groupes vraiment opposés, diamétralement opposés. C'est les Bamilékés, les Bétis. Les Bétis, on va dire, ils ont beaucoup plus le pouvoir administratif au pays. Les Bamilékés, eux, ils sont beaucoup dans le business, l'économie, etc. Donc... mon père, il est considéré un peu comme un rebelle parce que les Bamilékés sont très traditionnalistes, sont très attachés aux valeurs. Je dirais pas que les Bétis, non, mais un peu moins que les Bamilékés quand même. Les Bétis ont une certaine ouverture qui est plus grande au monde. Donc déjà, mon père passe pour un rebelle dans sa famille. Il passe pour un rebelle dans le sens où, après un premier mariage, considéré comme raté, un mariage forcé d'ailleurs. Il m'a dit, j'ai pas choisi cette femme, c'est mon père qui l'a choisi pour moi. Il décide d'aller vers une femme qui lui plaît, qui est vivante, qui est solaire, pleine d'énergie. Mais sa famille ne veut pas. Sa famille ne voit pas ça d'un bon œil. Surtout que les femmes bétis, et ça c'est peut-être quelque chose d'assez tabou, qui est très peu dit, les femmes bétis sont considérées par... je peux pas parler pour toutes les autres ethnies, mais en tout cas, je l'ai vu dans le côté bamiléké, sont considérées un peu comme... Comment je pourrais dire ça? Bon, on est dans real shit, real talk, real shit, donc faut dire les choses. Des fois, faut dire les choses simplement, dans tous les cas, parce que you can't win either way. Ils vont quand même t'insulter, donc bon... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand je dis il, c'est Internet, mais je pense que des fois, il faut juste dire les choses simplement. Ouais, les femmes bétis sont considérées un peu comme des filles légères, quoi. D'accord. Filles, Ok. Comme en Afrique, quand on dit que les femmes métisses sont des femmes légères, que les femmes claires sont des femmes légères. Ouais, ok, voilà. d'accord. Donc ça rajoute un poids supplémentaire à ton père un peu qui est déjà vu comme quelqu'un de rebelle parce qu'il marie quelqu'un qui vient d'une ethnie différente. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et le tiraillement, parce que pourquoi est-ce que j'essaie de comprendre la partie tiraillement? Parce que j'ai des parents qui ne partagent pas la même culture. Mon père était guinéen, ma mère était ivoirienne. Mon père, vers la fin de sa vie, avait pour coutume de dire il faut se marier devant sa porte et on trouvait que c'était extrêmement raciste. Mais aujourd'hui, moi qui est à l'aube de mes 35 ans, je comprends de quoi il s'agit parce que c'était pas forcément très raciste. Mais en fait, ce qu'il expliquait de dire, c'est que lorsque vous partagez la même culture, ça peut être, un peu plus facile. Et moi, aujourd'hui, qui est mon conjoint, qui est congolais, Kinshasa, et moi, guinéenne, ivoirienne, je vois bien le clash des cultures. Et donc, est-ce que ça aurait été plus facile en termes de culture si j'étais avec un Ivoirien ou un Guinéen? Bien sûr, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, une fois que ça s'est dit, j'ai pas forcément... Pour le moment, je ne vis pas un tiraillement avec mon conjoint. En revanche, j'ai pu vivre un tiraillement avec mes parents et cela est arrivé de par la pression, je dirais, des forces externes, donc familiales. Du coup, ma question, elle revient parce que j'aimerais comprendre, le tiraillement vient d'où? Est-ce que c'est quand le mariage a lieu ou là, tu as les forces externes? Quand est-ce que le tiraillement commence? Et quand tu dis tiraillement, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que c'est des parents qui peuvent plus se supporter? Et ça arrive à tout le monde. Est-ce que c'est plutôt des parents qui sont qui vivent chacun de leur côté? C'est quoi? Le tiraillement, c'est que mon père et ma mère sont deux êtres complètement opposés aussi. Complètement différents. Mon père est plutôt artiste, rêveur, écrivain. Enfin, j'ai dit mais je devrais parler au passé. Ma mère, c'est une femme très ambitieuse. D'accord. Elle a toujours été claire sur ses volontés, son envie d'ailleurs. Et donc mon père, sachant ça aussi, c'est des choses qui... En tout cas, je dis ça du point de vue de mon père. Hein. C'est mon père qui m'explique, il me dit, est-ce que c'est pas facile d'être avec une femme qui te dit, moi j'ai envie de faire ci, ça.
toi, tu pourras pas forcément me suivre parce que déjà, tu dois faire la lutte avec ta famille. Mais moi, j'ai prévu ci, ça, et je le ferai sans toi. Enfin, avec ou sans toi. D'accord. Donc, Ok. une mère très forte de caractère, très ambitieuse, et un papa assez, on va dire, on l'appelait le philosophe, on l'appelait le sage. Donc, des fois, je me dis, mais comment deux entités aussi différentes ont pu, qu'est-ce que vous êtes, comment ça a fait pour matcher, en fait, pour être ensemble, vivre ensemble pendant des années. Il y avait quelque chose à faire, mais les familles des deux côtés, hein, parce que là, je parlais beaucoup de la famille de mon père, parce que là-bas, le tribalisme est beaucoup plus viscéral, il est beaucoup plus fort. Mais du côté Betty, c'était pareil, hein, t'es avec le Bamileke, qu'est-ce que tu fais avec le Bamileke, etc. Donc, voilà, le tiraillement, ça a commencé en fait à ma naissance. D'accord. Où il y a une grande acceptation, une grande validation de mon grand-père, qui était quand même un notable. Mon père m'explique que les notables, en fait, c'est un peu ceux qui entourent le roi. Je dis roi parce que souvent on dit chef. Enfin, on dit chef de façon un peu habituelle, mais c'est pas le bon terme. En Afrique, c'est des rois. Et les villages, c'est des principautés normalement. Donc mon père m'explique que le roi, en fait, il y a les nobles qui sont désignés par le roi, et il y a les nobles qui sont désignés par Dieu lui-même. C'est les parents des jumeaux. D'accord. On estime que eux, ils peuvent régler des conflits, ils ont un statut assez privilégié. Et mon grand-père était jumeau. Donc il est notable et il est jumeau. Et donc dès que j'arrive, il dit à mon père, ramène l'enfant, je tiens absolument à le voir. Il fait une espèce de... Il m'emmène dans la forêt, part tout seul, ma mère panique. Oui, vous voulez tuer mon enfant? Où est mon enfant? Il est parti où avec mon enfant? Et c'est après que j'ai compris, on m'a expliqué en fait ce qu'il voulait faire. On m'a dit que si t'étais pas de son sang, si t'étais pas de lui, t'allais mourir quand il est parti avec toi. Les choses qu'il allait faire, t'allais mourir. Parce que il y a beaucoup d'initiations du côté Bamileke. Et donc, à ce moment-là, mon grand-père fait une espèce de validation qui est tellement forte, tellement mal perçue par les autres gens de la famille, en se disant, mais c'est pas... Il considère que c'est pas légitime, en fait. Pourquoi lui, qui est moitié Bamileke et moitié Betty, tu fais ça? Parce que mon père me dit, je l'ai vu faire ça avec aucun de tes je vais dire grands frères, mais c'est mes cousins, cousines, quoi. Il m'a dit, aucun enfant qui était venu, il avait fait ça en te donnant le nom qu'il t'a donné. Mon prénom traditionnel, que je vais pas dire ici pour éviter que la nuit tombe trop tôt ou qu'il se mette à pleuvoir. Mais donc à partir de là, il y a un tiraillement, il y a une espèce de haine de la famille vis-à-vis de ma mère. Ma mère subit énormément de choses. Et souvent, quand je parle avec elle, elle me dit, ce qui m'a beaucoup dérangé, ce qui m'a fait fuir, c'est que ton père, il se battait pas pour moi. Il se battait pas pour m'intégrer parmi les siens. Donc il y a une espèce de lâcheté manifeste du côté de mon père. Et ma mère aussi, voilà, prise dans ses ambitions, elle finit par dire, bon bah, si tu veux pas me valider, si tu veux pas m'épouser, etc., moi je pars. D'accord, parce qu'ils sont pas mariés en fait. Non. D'accord, ok. Donc ce qui est... Étant africaine, je connais en fait la double peine de ta mère qu'elle a pu subir. Ok, d'accord. Tu as donné une interview à Histoire d'Afrique. Oui. J'ai regardé avec beaucoup d'attention parce que ça m'a intéressé tout simplement. Et tu parles beaucoup de ton père dans cette interview. Et ce qui m'a frappé, c'est que tu parles très peu, voire j'ai noté aucune mention de sa mère. Pourquoi ? Parce que mon livre, je vais donner une réponse un peu lâche, je vais me cacher un peu. Bah non, mais faut pas... C'est comme si tu dis, bon, je vais aller voler le bonbon, on s'attend à ce que tu voles le bonbon. Non, là, t'es obligé de dire ce que tu penses parce que t'as déjà dit que tu serais lâche. Ce qui est un mot très fort et très dur. Donc, bon, on va revenir dessus. Ma mère, j'en parle très peu parce que le livre traite principalement du rapport père-fils, du rapport du père à l'enfant. Je parle aussi de ma mère dans mon livre, mais ma mère, c'est trop, je sais pas comment dire, ma mère, c'est particulier. C'est particulier, je me dis que si j'en parle, j'ai peur de la choquer, parce que je sais qu'elle regarde ce que je fais. D'accord.
Je vais pas la choquer. C'est assez délicat pour moi de parler d'elle. Mais si je devais écrire un livre, par exemple, sur ma mère, je pense qu'il serait beaucoup plus long. Peut-être que tu en as besoin de toi, à moi, de ce livre. Parce que les livres sont thérapeutiques quelque part, non? Non, je pense que non. En fait, en faisant le travail que j'ai fait sur Repère, qui parle de ma relation père-fils et le manque ou l'importance qu'un père peut avoir dans la vie d'un jeune garçon, je pense que j'ai pu faire un peu le bilan de ma relation avec ma mère. Il y a des gens qui ont pensé que je la détestais. Et là, je pense que je te coupe un peu l'herbe sous le pied parce que ça allait. Non, je ne pense pas. Moi, c'est une vraie question que je me suis posée en regardant les interviews. C'est que je me suis posé la question qui est très directe. Est-ce que tu es ta mère? Pas du tout. Ok. Donc, explique-nous. Quelle est votre relation? Je n'aimais pas du tout ma mère. Je pense que détester sa mère, c'est la facilité, en fait. Je trouve que il est plus simple en étant adulte, en ayant vécu la vie qu'on a pu vivre avec les manquements des parents, parce que personne n'est parfait. Je pense que c'est plus simple de se dire je déteste mon parent. Et moi, j'ai fait ce travail de déconstruction, en fait. J'ai fait ce travail où je me suis challengé d'aller voir ce qui a mené à certains comportements, en fait. Et ça, tout le monde n'est pas toujours prêt à l'entendre ou à le faire. Il y a des gens avec qui j'ai parlé, ils me disent mais moi, je reste 11 ans sans voir mon père, je ne vais même pas le voir. Moi, je ne comprends pas tu as eu du courage de retourner au pays, le voir, te reconfronter avec la famille, ceux qui t'ont torturé et tout ça. Non, je me dis, on est tous humains. J'aimerais que plus tard, si jamais ça m'arrive, ce qui m'étonnerait quand même, si jamais j'arrivais à mal me comporter avec des enfants, qui ne se disent pas que je suis ce que j'ai fait, en fait. De ne pas s'arrêter à ça, d'essayer de comprendre ce qui peut pousser un certain comportement. Et ma mère a vécu une vie assez difficile, très, 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 très difficile. Je ne vais pas donner des détails ici, mais je ne suis pas de ceux qui disent ouvertement qu'ils détestent leur mère. Si je dis que j'aime ma mère et qu'elle est parfaite, ce serait faux. Je ne dis pas non plus que je ne l'aime pas. J'aime beaucoup ma mère, elle le sait. On a d'ailleurs un rapport assez... Je lui dis des fois, maman, laisse-moi s'il te plaît. C'est trop d'appels, t'es trop présente. Faut un peu de distance. Et c'est un peu le feu et la glace. C'est amour-haine, mais globalement dirigé quand même. Enfin, quand je dis amour-haine, peut-être le mot haine est un peu trop fort. Mais c'est vraiment, on a une relation, comment je peux dire, enflammée, quoi. Aujourd'hui, je suis Superman pour elle. En tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi. Aujourd'hui, je suis Superman. Demain, je suis... Astrid ne fait jamais rien pour moi. Il n'est jamais présent. Il n'est pas là. Ça, c'est les parents africains, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire. Et plus il vieillit, moins ça s'arrange. Voilà. Donc, Mais le fait de ne pas avoir grandi avec mon père qui me disait ça, ça fait que quand ma mère... Le fait que ma mère l'ait fait, ça résonne plus dans ma tête, ce côté un peu ambivalent. Où aujourd'hui, t'es le dernier des clochards et demain, t'es Superman. Après, t'es le meilleur. Après, c'est ça ma relation avec ma mère. Il y a des moments où je lui parlais plus. Je dis, c'est bon, toi, tu m'empoisonnes, tu me pourris la vie. Et après, je reviens parce que je l'aime, ma mère. Je l'aime, ma mère. Ok. Alors, et c'est normal, hein, je pense que c'est bien enfin, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que entre les interviews que j'ai regardées aujourd'hui, quand même, il y a un chemin. Parce que dans ces interviews-là, le fait, par exemple, que tu ne mentionnes pas ta mère, pour moi, en fait, ça implique quelque chose de très fort qui n'est pas forcément positif. Et aujourd'hui, en fait, après ce que tu viens de dire, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un chemin parcouru. Tu es peut-être pas à la fin, mais j'ai l'impression que tu te diriges, en tout cas, vers quelque chose de plus positif. Après, peut-être que je me trompe. Quand je dis de plus positif, c'est dans une sorte de reconstruction et peut-être d'acceptation et de compréhension, en fait, une démarche un peu plus empathique. Parce que je t'avoue franchement, hein, que quand je regardais cette interview, même si le livre est axé principalement sur
ton retour aux sources et donc la rencontre, les retrouvailles avec ton père, le fait que tu mentionnes pas ta mère, pour moi, c'était quelque chose d'intriguant. Mais j'avance parce que j'ai une autre question. Donc, tu arrives en France, tu l'as mentionné au début, avec ton père, avec ta mère et ton beau-père. Oui. Ensuite, tu mentionnes dans cette interview que ton beau-père t'a reconnu. Et là, j'ai un peu bugué. Parce que je me suis dit, mais attends, pourquoi le beau-père, il te reconnaît si en fait tu connais ton père déjà? Donc, what happened? What happened? Très bonne question. C'est fou que tu aies remarqué ça parce que très peu de gens font attention quand je parle de mon beau-père à ce... This is a job. This is a job. à cet aspect-là. Tu vois, au début, je parlais de la peur ou même de la lâcheté de mon père. Ce sont des mots très forts. Le mot lâcheté, je trouve que c'est très fort. Mais continue. Je lui ai dit, quand j'ai parlé avec lui, je lui ai dit qu'il avait été lâche. Et que la lâcheté peut être un des plus grands freins à l'amour, en fait, à une relation amoureuse. Il n'a pas su affronter sa famille vis-à-vis de ma mère. Il n'a pas su affronter sa famille vis-à-vis de moi. Il se disait, c'est mon enfant et je vais le reconnaître quand je voudrais. Mais je pense qu'il voulait surtout avoir le feu vert de sa famille. Donc... Tout le temps, il me disait, on va le faire, mais j'ai peur que si je le fais aujourd'hui, tu vas perdre. Excuse-moi, stop. Tu parlais tout à l'heure de ton frère. C'est ton petit frère ou ton grand frère? Tu disais que quand vous êtes arrivé en France, ton frère, une semaine après, a dit qu'il voulait rentrer au Cameroun. Donc, j'ai 2 questions à ce sujet avant de revenir sur ce que tu disais, parce que là, je suis vraiment en train de bugger. Ton frère, c'est ton petit frère ou ton grand frère, même père, même mère. Bon, moi j'ai envie de te poser la question. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu me dis pas? Pas du tout, je pose vraiment parce que des questions. Elles sont vraiment... Personne ne m'a posé cette question-là dans une interview. Ici, on est dans real talk, real shit. Donc, non, je ne sais pas. Et comme je te disais, je pose vraiment les questions parce que c'est des questions, en fait, que les gens vont poser, que les personnes qui sont comme moi curieuses, qui regardent ce podcast ou n'importe quel podcast, ils ont envie de savoir, en fait. Donc, c'est le job aussi que je fais. C'est pour ça que quand tu m'as dit, il n'y a pas de, comment dire, j'ai pas forcément on peut aborder n'importe quel sujet. J'étais contente parce que l'idée, c'est pas de te mettre dans la sauce, mais c'est de dire, OK, les questions que j'ai vraiment, je peux te les poser. Après, tu es aussi libre de me dire, Gigi, écoute, et face caméra, t'es capable de me dire, Gigi, écoute ça, je suis pas à l'aise ou j'ai pas envie d'évoquer ce point-là. Et je l'accepterai, tu vois, mais c'est des réelles questions parce que sinon, en fait, on n'arrive pas à comprendre, en fait. Tu vois, au début, tu parles de ton frère. Là, ensuite, tu parles du fait que ton père a décidé pour des raisons qui lui étaient propres. Et moi, je pars du principe qu'on doit pardonner nos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ouais. Mais une fois que ça s'est dit, en fait, il faut que les gens comprennent. Faut pas prendre les gens pour des idiots, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est mon petit frère. On n'a pas le même père. D'accord. On n'a pas le même père, mais mon père l'a élevé comme le sien. En fait, mon petit frère n'a connu que lui comme père et c'est son père, en fait. Ok, ça marche, c'est donc, clair maintenant. C'est toute une histoire. D'accord. Et j'aimerais pas parler à la place de mon frère, quoi. Ok, non, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Et donc, on retourne à la question. Du coup, ton père avait décidé, pour les raisons qui lui étaient propres, de ne pas te reconnaître. Oui. Et donc, le fait qu'il ne m'ait pas reconnu a permis à ce que ce monsieur français d'origine portugaise et époux de ma mère nous reconnaisse. Tous les enfants, en fait, ma grande sœur, moi et mon petit frère. Enfin, j'essaie de faire l'ordre. Ok. Donc, tous les 3 reconnus, on porte le nom de ce monsieur. D'accord, ok. À ce moment-là, comment toi tu te sens? Ou il vous reconnaît, je suppose, quand vous arrivez ici, donc vous êtes pré-ado ou ado?
Oui. D'accord. Comment toi tu te sens? Comment toi tu vis cette expérience-là où tu n'en as pas vraiment conscience en fait? Où tu ne sais pas ce que ça implique derrière? Je ne sais pas trop. Ok. Je ne sais pas trop. Je me dis, je vis le truc, j'observe et Ok. il y a des choses qui me dérangent un peu. Et puis j'ai aussi cette idée où ma mère me disait souvent, votre père ne vous a pas reconnu. Je n'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire reconnaître. Je disais, mais mon père, il me reconnaît quand il me voit. Il sait que je suis son enfant, je sais que c'est mon père. Je savais pas que c'était au niveau administratif et tout ça. Donc non, je me pose pas plus de questions que ça. Mais mon petit frère, lui, se pose déjà des questions par contre. Lui, il dit déjà qu'il veut changer ça, il veut enlever. Et non, on lui dit, mais non, t'es fou, on est français, c'est trop bien, on va pouvoir faire ci, ça, ça. Ok. Comment tu te retrouves au foyer alors que ta mère est en France? Bon, après ça, quand je dis que c'est de notoriété publique, tu l'as pas dit ici que tu étais, que tu étais au foyer. Tu l'as dit dans plusieurs Dans de d'autres tes interviews, interviews. oui, Donc oui. ça, c'est pas quelque chose que, je veux dire, tu ne mentionnes pas. Et avec, oui, avec beaucoup d'aisance. En fait, you have to own yourself. Donc ça, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai aimé chez toi, c'est que tu parles avec beaucoup d'aisance des difficultés par lesquelles tu es passé. Et même si ça suscite la curiosité des personnes comme moi, tu as la confiance et le courage nécessaire de dire voilà ce qui s'est passé. Non, parce qu'il faut du courage. Et je parle pas d'audace, mais de courage réellement. Parce que en fait, qui a envie de parler des horreurs qu'il ou elle a vécues? Qui a envie de parler des horreurs que sa famille a pu vivre, même si on les vit tous? Il faut une grosse dose de courage pour le dire, en plus face caméra. Donc, comment tu te retrouves au foyer alors que ta mère est en France? Je me retrouve placé au foyer parce que je suis un enfant turbulent. Un enfant calme mais turbulent, je sais pas comment dire, je suis plutôt calme de nature, mais voilà, j'aurais tendance à essayer de me faire remarquer, faire un peu des cris de SOS par la violence, quoi. La violence, la délinquance juvénile et tout ça, j'ai connu, j'ai pratiqué dans ma cité, et donc je me retrouve très vite confronté à un jeune pour enfant, un adulte pour enfant, pardon. Un adulte pour enfant, qu'est-ce que je dis? Un juge. Un juge pour enfant. Je me retrouve très vite confronté à un juge pour enfant qui me dit on ne sait pas ce qu'on va faire de vous. On voit malgré tout que vous venez d'avoir votre brevet. Je comprends pas quand on fait des activités que vous faites et qu'on arrive à avoir son brevet. Elle dit c'est un paradoxe. Qu'est-ce que je vais faire de vous, monsieur? Et moi, je lui demande, madame, qu'est-ce qu'il y a comme solutions qui me sont offertes? Elle dit, bah, c'est très simple. Soit famille d'accueil, soit vous allez dans un camp de redressement. Ça, c'est vraiment, il y a le foyer, je pense. En fait, pour moi, tous les trois, c'est des choses dures à vivre. Bien sûr. Mais je trouve que le camp de redressement, je n'ai pas connu, mais je pense que c'est pire. Je pense que c'est pire. Je ne sais pas si ça existe encore. En tout cas, je lui dis, ouais, bah, moi, les familles, j'ai plus envie d'aller dans d'autres familles. Parce que mon beau-père, à ce moment-là, on avait vécu des choses par rapport au fait qu'il soit alcoolique, par rapport au fait qu'il vivait des choses avec ma mère, des mots qui fusaient à la maison. C'était parfois un peu... C'était dur, hein. C'était dur de vivre avec ce monsieur-là. On était tous traumatisés. Des fois, on ne voulait pas rentrer. Donc, je me suis dit, plus de familles d'accueil, plus de personnes étrangères qui vont prétendre être mes parents. Donc, je me retrouve, je dis, bah, le foyer, je propose ça au juge, et la juge dit, bon, bah, ok, ça peut aussi être une option. En fait, ta vraie question, c'est comment j'ai fait pour me retrouver au foyer. Bah, Non, mais tu as répondu. Ok, parce que ouais. Et ceux qui n'ont pas compris, bon, il faut revenir en arrière. Et comme ça, vous mettez pause, vous revoyez tout ce qu'il a expliqué. Mais pour moi, tu as répondu, tu t'es retrouvé là-bas parce que tu étais un enfant délinquant. Non, mais j'utilise le mot... le mot Non, tu sais pourquoi j'utilise ce mot-là. Je l'utilise à dessein parce que c'est important de dire... Pour moi, il y a quand même une différence entre être turbulent et passer à la délinquance. Parce que on a des enfants qui sont turbulents, qui ne sont pas placés en foyer.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est encore une fois, c'est pas pour te pointer du doigt, mais c'est pour expliquer ce aussi à quoi peut mener la délinquance. Et j'irai même un peu plus loin parce que dans la délinquance, on a tendance à, comme tu dis, à pointer du doigt l'enfant. Mais un enfant qui est placé en foyer, moi je dis que c'est soit les parents sont absents, soit ils sont défaillants aussi. Il y a un rôle très fort des parents qui ont tendance à dire oui, mais c'est de sa faute, il ne m'écoute pas, il fait ci, il fait ce qu'il veut. Donc, défaillance en fait, c'est beaucoup de choses qui s'assemblent. Défaillance des parents ou absence des parents, ils vivent chacun leur chaos. Et l'enfant est pris à déconner dehors, repris par la police, etc., placé devant un juge. Je me retrouve en foyer avec des éducateurs. Parmi les éducateurs, il y en a qui sont... tu te rends compte qu'ils font ça, c'est juste un métier pour eux, c'est juste un... Voilà, il faut qu'ils aient un salaire. Et il y en a qui sont pris par la passion. Par la mission de vraiment apporter quelque chose d'avoir un impact, sur chaque jeune, parce qu'il y en a plusieurs avec des problématiques différentes. Tu as des enfants qui reviennent de pays en guerre, tu as des enfants qui ont été violés par leurs parents. Il y a souvent des histoires atroces, vraiment abominables. Et je me retrouve là-dedans, quoi. Sauf que parfois, on croit que de couper l'enfant de sa famille qui est défaillante, c'est forcément bien. Ce sera forcément, comment je peux dire, mieux qu'avec ses parents. Alors que des fois, de nous retrouver tous entre défaillants, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je cherchais un autre mot. Entre déviants, voilà. On a placé tous comme ça entre déviants. Ça peut créer tu peux avoir accès à une autre espèce de... On dit que la lumière naît du chaos quelque part. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Je voudrais revenir sur un point. Comment toi tu te sens quand donc tu dis au juge, ok, une option peut-être la famille d'accueil. Est-ce qu'à un moment tu te dis que tu abandonnes tes frères et sœurs, tu abandonnes ta mère? Carrément. Comment en gros, quand tu lances un peu comment dire, you shoot your shot, comme on dit, tu dis, ok, comment dire, le foyer peut être une option. Et que le juge se dit, bah, ok, à ce moment-là. Et que là, bah, le ok veut dire que concrètement, en fait, dans les prochaines semaines, les prochains mois, tu n'es plus avec tes frères et sœurs, tu n'es plus avec ta mère. Comment est-ce que tu vis ça? Je le vis pas spécialement mal parce qu'il y a un truc qui me rassure, c'est qu'on me dit que je vais voir ma famille un week-end sur 2. D'accord. Donc je me dis, bon, ça va, je vais quand même les voir. Mais c'est vrai que j'ai eu ce sentiment à un moment d'abandon. J'ai eu ce manque de me dire, mon frère, j'ai toujours été attaché avec lui, j'ai grandi avec lui, et là on va avoir une grosse coupure pour la première fois de notre vie. Donc c'était assez dur. J'ai vécu ça un peu comme de la prison en fait. J'ai pas connu la prison, mais pour moi c'est une prison pour enfants. Même s'il y a des activités, même si parfois on peut sortir, il y a beaucoup d'aspects qui sont positifs, mais on est enfermé, on est dans nos chambres. Les éducateurs viennent nous ouvrir. Tu vois, ça me fait penser de loin. J'essaie de rester quand même politiquement correct. Ça fait penser un peu au milieu carcéral, même si voilà, on n'a pas des contres, il n'y a pas des matons, mais des éducateurs. C'était assez dur à vivre. Quand tu passes ton anniversaire, tu passes des anniversaires avec un éducateur qui va remarquer, qui sait que voilà, tu as un anniversaire, il va essayer de faire un effort. Mais au final, le soir, tu es seul dans ta chambre, tu n'as pas ta famille, tu penses, tu te dis, mais en fait, c'est juste un jour comme les autres. J'ai vécu ça, c'était assez dur. Et quand tu as vécu ce genre de choses, je pense qu'il y a très peu de choses qui peuvent... je dis pas que je suis devenu infaillible, mais comme il disait Nietzsche, ce qui te tue pas te rend plus fort, tu vois. Bien sûr. Je suis devenu quelqu'un de... Et heureusement, je dirais, honnêtement. Non, mais heureusement que ce qui ne te tue pas te rend plus fort, parce que les drames que certaines personnes vivent, et on en vit tous, des drames, si on les surmonte, c'est forcément parce qu'on a démontré qu'on était fort et qu'on a fait preuve de résilience. Parce que sinon, tu sais, c'est facile de se suicider.
Et je prends pas le suicide avec... Le suicide, c'est un sujet qui est extrêmement important. Mais je dis juste ça pour dire que l'expression qui dit « ce qui ne te tue pas te rend plus fort », c'est réel en fait. Parce que si tu as dépassé ce moment-là de trauma, de drame, si tu l'as surmonté, que tu es toujours là, bah, c'est que tu es plus fort en fait que le moment où tu as expérimenté cette situation-là. Parce que si tu ne l'étais pas, en fait, concrètement, la mort, te donner la mort, parce que souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le suicide, et moi je le perçois comme ça, c'est aussi une sorte de liberté pour les personnes qui endurent ce mal-être profond. Donc si tu as dépassé cette étape-là, c'est forcément que tu es plus fort. Bon, c'est une petite parenthèse, mais ok. Qu'est-ce que tu gardes? Tu as dit qu'il y avait des côtés quand même positifs dans les foyers. Quels sont-ils selon toi? Hello, je prends quelques minutes de ton temps. Alors, selon nos statistiques, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos, mais seuls 20% sont abonnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Allez, on repart voir l'épisode. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Donc, les gens? Les gens, oui. Ok. Que ce soit en jeune, autant en jeune que côté éducateur. Notamment une éducatrice que j'ai rencontrée qui s'appelle Caroline. C'est ta petite go? Non, mais on veut savoir. Les gens sont affairés aussi sur la chaîne. Non. Mais c'est vrai que ça existe. Hein. Il y a des couples qui se font entre éducateurs eux-mêmes, qui se rencontrent dans les foyers. Il y a des couples qui se font entre jeunes et éducateurs. Mais Caroline, moi, à l'époque où j'étais, c'était tout pour moi. Elle était mon amie. Enfin, en tout cas, la façon dont moi je la percevais, c'était mon amie, c'était ma mère, c'était ma sœur, c'était... Je vois, c'était... Est-ce que c'était ta go? Tu n'as pas répondu à la non, question. c'est pas ma Ok. go. Ok. C'était pas ma go. Mais j'étais amoureux d'elle. Je sais pas comment dire. En fait, j'étais très admiratif d'elle. Je ressentais beaucoup d'admiration pour elle. Parce que femme camerounaise, brillantissime, ouverte d'esprit, qui m'a un peu donné cette passion pour la littérature et la culture en général. En tout cas, elle m'a poussé à aller vers ça. Elle m'a donné. J'avais déjà un peu ça, mais elle m'a dit il faut que tu te développes les qualités que tu as déjà. Donc Caroline, souvent quand je parle d'elle, les autres éducateurs me disent oh, on a vu ton interview, tu parles que de Caroline, hein, que Caroline. Mais si je commence à dire tous leurs noms, il y a Jonathan, Ismaël et tout ça. Donc la liste est longue, mais il y a des facteurs, il y a des éléments parmi les éducateurs qu'on appelle des tuteurs de résilience en fait. Donc Caroline en fait partie. Et après j'ai rencontré aussi un psychothérapeute à l'extérieur qui fait la préface de mon livre d'ailleurs. Lui aussi c'est un tuteur de résilience, c'est un peu le père que j'ai pas eu parce qu'il a très vite compris ma problématique. J'avais vu d'autres psychologues avant, enfin une dans le foyer, mais elle a compris qu'elle n'était pas compétente. Elle a dit lui son cas c'est c'est un cas. Donc elle m'a envoyé à mon extérieur. J'ai rencontré ce monsieur qui lui travaillait avec des jeunes qui revenaient de la guerre, qui avaient vécu la guerre, qui avaient vécu pas mal de traumas. Et il me donne mon premier livre. Il me donne le premier livre que j'ai lu. Enfin, que j'ai lu sans pression, parce qu'au collège, tout ça, on t'oblige à lire des livres et tout. Bien sûr. Donc j'ai lu Malcolm X, The Autobiography of Malcolm X. Et donc voilà ce que je retiens comme côté positif, hormis les vacances, les colonies de vacances. On a visité Rome, le Vatican, j'ai vu, même si aujourd'hui je trouve ça un peu... Oui, on est tous dans ce cas-là. Je comprends. Mais tu gardes comme... Ok, ce que je retiens, c'est finalement que c'est les côtés positifs, c'est les conversations que tu as pu avoir, les rencontres que tu as pu faire. Et finalement, dans les échanges et les personnes avec lesquelles tu as discuté, ils t'ont redonné de l'espoir et ils t'ont fait quelque part revivre dans le sens de, tu t'es dit, ok, je peux faire, je suis quand même là, je peux essayer quelque chose de nouveau, tout n'est pas fini. Donc finalement, est-ce que tu peux dire aujourd'hui ou... Oui, si on te disait, est-ce que le foyer t'a sauvé, qu'est-ce que tu répondrais? Je dirais que le foyer a participé au fait que je me sauve moi-même.
Ok. Je dirais que, tu sais, le foyer, ils reçoivent beaucoup de jeunes. On ne peut pas sauver tout le monde. Tout le monde ne peut pas être sauvé. D'ailleurs, on a remarqué avec d'autres amis, d'autres frères du foyer, parce qu'on a des relations un peu de frères, on est vraiment des frères. Chacun vit sa vie, chacun a sa famille, tout le monde se regroupe souvent. La plupart meurent. On constate que la plupart sont en train de mourir de morts un peu, parfois tragiques. Y a une statistique qui fait un peu flipper, ce qui dit qu'un jeune sur 4 devient SDF. Wow. C'est un peu ça, c'est inquiétant. Mais excuse-moi, je me suis un peu perdu dans... Donc la question c'était, est-ce que tu estimes que le foyer t'a M'a sauvé et tu oui. m'as dit non. Tu penses que ça a participé au fait que tu te sauves. Ouais. Et donc finalement, tu en gardes une expérience positive. Tu n'as pas de regret d'être passé là-bas? Je pense que aujourd'hui, je suis un ange à côté de ce que j'aurais pu être si je n'étais pas passé par les foyers. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un... Ça m'a permis d'étouffer en fait un côté très sombre de ma personnalité, qui parfois je sens qu'il est encore là. Il est toujours là, c'est à toi de choisir. Dans tous les cas, tu sais, c'est la fameuse... je sais pas si tu as vu la vidéo du yin-yang qui est matérialisé sous le loup noir et le loup blanc. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tout ce qui est négatif et sombre doit être noir, sachant que on dit bien que la lumière est née des ténèbres. Enfin bref, je referme la parenthèse, mais ce côté sombre en fait, dans cette image là du loup blanc et du loup noir, tu vois toujours le loup noir qui est en background, et je trouve que cette image est très révélatrice de ce qu'il y a en nous. C'est-à-dire que ce côté-là, quand tu me dis que ce côté-là est là, ou est un petit peu là, moi je te dis juste parce que je le pense, ce côté-là est là, en fait. C'est à toi de décider à quel moment tu le laisses prendre la place. Et si tu veux le laisser prendre toute la place qu'il avait avant, tu vois, à toi de choisir. Et on l'a tous, ce côté. Je suis pas en train de te pointer du doigt. Hein. On l'a tous, ce côté. T'en as qui sont dans l'acceptation, qui sont courageux, je l'ai déjà dit, comme toi, comme moi aussi, j'ai ce côté sombre-là qui est en moi. Et t'en as d'autres jusqu'à maintenant qui sont dans le déni. Donc, faut choisir son camp. Moi, je préfère être dans le camp de ceux qui l'assument et que quand ça commence à monter, ils disent, bon, je vais, soit je me retire, je prends du temps pour moi pour calmer le loup sombre, ou soit, ok, je m'extrais en fait de la situation, ou soit j'utilise des techniques comme l'assertivité, etc. Mais c'est toujours, en tout cas, moi, je préfère être dans ton camp. Parce que c'est vrai que moi, je me dis souvent que j'aurais pu toucher dans d'autres sphères et me retrouver peut-être soit en prison, soit mort. Oui. Mais j'ai choisi la voie de l'art en fait. Parce que, en fait, le problème c'est que j'arrive à résumer un peu ce parcours-là en disant que je sais pas si tu vois l'album, si tu connais le titre de l'album de Kendrick Lamar, si ça peut te parler. Alors moi, la vérité, je fais pas partie. Je sais que les gens vont m'insulter, mais je m'en fiche. Moi, je n'écoute pas Kendrick Lamar. Voilà, donc j'ai même pas d'avis, tu vois, sur le gars. Franchement, j'ai pas d'avis. Good Kid, Mad City. Okay. Donc c'est un peu ça. Je me suis beaucoup reconnu dans cet album, ne serait-ce que sur le titre. Okay. J'ai grandi dans des endroits en général où c'est facile de se perdre. Mais j'étais l'enfant calme qui avait des valeurs et des notions de grandeur, en fait, l'art, la littérature, le dessin. Donc en fait, j'ai décidé, grâce à ce psy, grâce au foyer, de me recentrer sur moi. Et la rencontre avec mon père, ça a été vraiment... Avec mon père, ça a été vraiment le... Bon, on va parler de ça, on arrive. Justement, en parlant de la relation avec ton père, on va parler de ton livre. Je t'ai bien bassiné pour la première partie. Donc là, quand tu parles de ton livre, c'est intéressant parce que sur ton visage,
j'observe, en tout cas dans les interviews que j'ai regardées, une certaine sérénité. Quand tu parles de ton livre, ton regard change. En quoi ce livre t'a redonné une certaine sérénité? Et pourquoi pas pourquoi, parce que quand tu en parles, en tout cas, c'est ce que moi je ressens, de la sérénité, mais vraiment une sorte de paix intérieure quand tu en parles. Comment tu en arrives là? C'est une thérapie que tu as fait dans ce livre? Il fallait que tu l'écrives? Pour moi, c'est une thérapie que je suis en train de faire là, maintenant, tout de suite. Ah, d'accord. Parce que pour moi, la thérapie, c'est de revivre, en fait, des choses qui nous ont pas forcément plu ou qui nous ont peut-être même aussi plu. Mais c'est ça, c'est clairement ça. Quand j'ai écrit Repère, j'étais tout seul dans l'appartement à Goussainville, parce que j'ai eu la chance que ma mère, à l'époque je vivais avec ma mère, j'ai eu la chance que ma mère n'était pas là, parce que moi quand je reviens du pays, elle va au pays. Un grand moment de paisibilité. Et du coup je me suis recentré sur moi, et en écrivant, je me suis pas dit tout de suite que j'écrivais un livre, je me suis dit faut que je mette sur papier ce que j'ai vécu au Cameroun, en fait. Mais à partir de là, je vois que j'écris de plus en plus. Je retourne dans mes sentiments, dans les choses vécues dans l'enfance. Donc c'est clairement une thérapie, en fait. C'est clairement une thérapie. Je dirais pas que je suis arrivé à la paix totale, que je suis guéri. Ce serait prétentieux de ma part, mais je pense que ça te permet, en fait, d'être sur le chemin de la guérison. Ça, c'est clair. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites dire à des jeunes garçons aujourd'hui qui passent par la même souffrance que toi? Parce que pourquoi est-ce que j'utilise au présent? Pourquoi est-ce que ma phrase est active et au présent? Parce que je pense que quand tu parles, je ressens une sorte, oui, de la souffrance avec un côté en même temps de paix. C'est très difficile, en tout cas quand tu parles, de voir si tu es complètement en paix ou si tu te poses encore des questions. En fait, ce que je ressens quand tu parles, c'est tu es en cheminement. C'est comme tu viens de le dire, en fait, t'es pas à 100%, mais t'es dans un cheminement. Mais ça traduit pour moi, en fait, une profonde souffrance. Et encore une fois, pour moi, c'est très courageux que tu sois vulnérable comme ça, parce que je pense que même moi, j'ai forcément, on l'a tous, hein, des souffrances qu'on enfouit tellement. Et tu sais, on est dans la fameuse société, et je vais parler pour moi, I get over things very quickly. Mais je pense que je passe au-dessus des choses rapidement, mais en fait, j'ai un cope mechanism qui fait que je me dis, bon, ça va aller, je mets ça quelque part, en fait, tu vois. Mais toi, quand tu parles, ce que moi je ressens, c'est une profonde tristesse dans les événements que tu as pu vivre, mais en même temps une sorte de résilience, parce que tu as dépassé cela, et je sens que tu es dans de la gratitude aujourd'hui, mais en même temps, c'est pas encore, le chemin n'est pas fini. Donc, ma question, c'est, que voudrais-tu dire aux garçons aujourd'hui qui passent par la même souffrance? Souvent, les gens évoquent les gens me demandent, mais comment ça se fait que t'arrives à te montrer aussi vulnérable, t'as pas peur? Bon, déjà, ils me disent que il y a un paradoxe quand on voit un Renoir boule à zéro avec une barbe qui arrive à parler de choses ça, aussi... c'est un peu des... Oui, c'est des clichés, forcément. Voilà. Qui arrive à parler de sujets aussi sensibles. Tu sais, et là, je fais une petite digression. Parfois, le mot quand les gens parlent de soumission, par exemple, des femmes, en tout cas dans les relations hommes-femmes, souvent quand les gens entendent le mot soumission, ils ont des poils qui s'hérissent. Je pense que la soumission dans le rapport homme-femme, c'est un mot en fait qui traduit la vulnérabilité. Peut-être que c'est. Je pense que peut-être que c'est ça que beaucoup d'hommes arrivent à reprocher aux femmes, c'est ce côté vulnérable. Et moi, j'ai pas peur de me montrer vulnérable. Astrid, le côté vulnérable. Non, t'en as peut-être, il parle de vulnérabilité. Et peut-être que tu Beaucoup parles comme de ça femmes. parce que tu es un intellectuel. Mais je te promets, il y en a, eux, c'est la femme à la cuisine qui recherche. Non. Qu'on se dise la vérité.
Une femme qui se montre vulnérable, je pense que ça suffit. Mais se montrer vulnérable, c'est beaucoup d'aspects, en fait. Et bon, après là, je ne vais pas lancer un... Je vais pas... Parce qu'en plus, on va arriver dessus, donc faut garde l'énergie. Pour rester sur ma personne, les gens me disent comment ça se fait que tu arrives à te montrer aussi vulnérable. Je me dis, en fait, je me montre vulnérable parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu. En fait, si je te montre ma plaie, si je te montre que j'ai une plaie, j'ai pas peur parce que je me dis qu'est-ce que tu vas faire de ça? Qu'est-ce que tu vas me faire que je n'ai pas surmonté, en fait? Exactement. Et une fois que tu as conscience de toutes les choses que tu as pu vivre, je vais pas paraître prétentieux, tu deviens serein, en fait. Tu sais, ça m'est arrivé d'être avec des gens, il se passe quelque chose, je vois des gens paniquer. Ils me disent, mais toi c'est bizarre, t'es jamais en stress, Je dis, mais... j'ai pas envie d'être fataliste non plus, je me dis, on va tous mourir. Bien sûr. On est des êtres faillibles, on est des êtres mortels. Une épreuve, ça vient, on la surmonte ou pas. Il y a pas... J'ai un peu une philosophie comme ça de... C'est mon père qui m'a un peu donné ça, qui m'a inculqué ça. De stoïcisme, de prendre... d'essayer au maximum de prendre de la distance par rapport à... Tu sais, je vis actuellement des choses très difficiles. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu arrives à faire du sport, tu arrives à te bouger, tu arrives à faire des trucs. J'ai dit, mais j'ai trop longtemps souffert. Je sais trop ce que c'est que d'être en peine pour pouvoir me dire, aujourd'hui, je vais être dans la facilité de me laisser mourir, tu vois. Donc, je dirais à un jeune, pour répondre à ta question, qui passe par les choses que j'ai pu vivre, de ne pas croire que tous les adultes sont contre lui. Parce qu'il y en a qui sont bons. Ça peut être rare, mais il y a des adultes qui sont bons envers les jeunes, qui veulent le bien des jeunes. On n'a pas toujours, en tant que jeune, la chance de les reconnaître, en fait. Parce que des fois, ils viennent et nous, on est braqués, on est avec notre vécu, on envoie tout chier. Alors que tu as un adulte en face de toi qui veut juste t'apporter de l'aide. Et je comprends, c'est des choses que j'ai compris avec le recul. Bien Même sûr. moi, j'ai été dur avec certains adultes, tu vois. Donc je leur dirais de croire en eux, croire en leur potentiel et croire qu'il existe des humains qui sont bons quand même malgré tout. Même si human beings are quite fucked up. Ouais, surtout en ce moment. Ok, c'est clair. Et pour revenir juste, et après on va passer aux surprises, pour revenir sur ce que tu disais sur le fait de montrer sa vulnérabilité, moi je te l'ai dit, j'ai un profond respect pour ça et je trouve que il faut être extrêmement courageux et le courage, tout le monde n'en a pas, surtout dans la période dans laquelle on vit. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que en fait, personne va venir dire qu'il a du Congo ça sur toi, en fait, parce que tu affiches déjà ce que tu es. Et je pense que ça, c'est hyper important. C'est quelque chose que moi, j'essaye de m'appliquer, parce que je me dis, plus, en fait, tu te mets devant la scène, plus effectivement avec le travail tu vas avancer, tu vas monter, plus on va essayer de te détruire. Et rien de plus que de vouloir te détruire en passant par ta famille, en passant par ton conjoint ou par ta conjointe, en passant par ton passé. Et en fait là, toi tu affiches déjà en fait ton passé. Donc on va dire quoi d'Astrid? Qu'Astrid est un délinquant. Bon, il a déjà dit, so what? On va dire quoi? Qu'Astrid est au foyer. Bon, on sait déjà. Donc quoi d'autre? Tu vois ce que je veux dire? C'est clairement ça. Ce que tu dis, ça me fait penser un peu à... Bon, là, je vais encore donner une autre référence, mais je pense que ceux qui nous regardent vont savoir. Peut-être toi aussi. 8 Mile, avec Eminem, le film 8 Mile. La scène de fin... La scène de fin... En fait 8 Mile, voilà, c'est un film qui parle de battle, de rap et tout ça. Oui, j'ai vu il y a longtemps, franchement. Hein. Et à la fin, il y a le dernier battle. Eminem doit affronter ouais, voilà, c'est la finale. Et Eminem passe en premier. En fait, ils doivent se tailler un peu, ils doivent s'envoyer des vannes, tout ça. Et Eminem se vanne lui-même. Il se vanne lui-même tout le long. Et dès qu'on passe le micro à l'autre, il n'a plus rien à dire.
Et donc Eminem gagne comme ça à la fin, parce que, enfin là je spoil, mais donc il gagne comme ça parce qu'en fait, je suis venu avec ce livre en montrant qui je suis, en fait. C'est une carte de visite et mon but, c'est pas qu'on me dise, comme tu dis effectivement, qu'on me dise, oh oui, j'ai un dossier sur Astrid, il a fait ci, il a fait ça, c'est quelqu'un de violent, il a fait ça, mais moi Tu le dis, tu l'assumes, voilà. ça fait partie de ton parcours. Moi, tu sais, quand on a commencé notre rencontre, ici, je parle je parle un peu des défauts de ma mère et des défauts de mon père. Mais mon père ne m'a jamais dit du mal de ma mère. Il m'a dit, Astrid, j'ai même des enregistrements. Il me dit, Astrid, je me garde de dire du mal de ta mère. Il m'a dit, aime ta mère, mais n'oublie pas que ta mère est une femme. Qu'est-ce que ça? Tu sais, il m'a dit, aime ta mère. tu sais quoi? Tu es le fils de ta mère, mais n'oublie jamais. Pas des parents des gens, donc I'm just gonna zip it. C'est un poète. Ça peut être mal pris, ça peut être mal interprété, c'est très pilule rouge. Mais il me dit, parce que je dis, oui, ma mère m'a dit ça et tout, maman. Et je parle souvent de ma mère, il me dit, mais je sais que t'aimes ta mère, c'est normal, c'est ta mère. Mais n'oublie jamais que ta mère est une femme. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, ça? Toi, t'as décidé de me faire choquer les gens, mais je vais pas tomber dans Non. Mais dis, parce que moi, je vais te dire franchement ce que je pense aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un dénominateur commun dans le côté, bon, j'ai porté l'enfant pendant 9 mois, donc forcément, quelque part, il y a une idée dans la tête, de façon même inconsciente, c'est le mien. Oui, mais c'est le cas, moi, je te le dis. C'est juste? Non, c'est pas juste. Mais c'est le cas. Alors moi, je vais te dire ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, parce que moi-même, je l'ai vécu à titre personnel, je n'ai pas encore d'enfant, mais les femmes ont une grande tendance à transférer leur mal-être du couple, c'est-à-dire entre elles et leur mari, qui s'avère être nos pères, ok, sur les enfants. Et en fait, c'est dangereux parce qu'à la fin de la journée, tu sais, moi j'ai regardé une interview de pasteur T.D. Jakes avec sa fille Sarah Jakes. Et en fait, c'est là où, à un moment où lorsque j'ai terminé de regarder cette interview, que j'ai pu pardonner à mon père un certain nombre de choses. T.D. Jakes a dit une chose qui est vraie. Je mettrai le lien dans la description pour que les femmes aillent regarder cet épisode-là. Parce que je pense vraiment, mesdames, que ça va vous faire du bien à toute femme et fille. Ça va vous faire un grand bien. Il a dit, si ton père ne t'a pas touché sexuellement, si ton père ne t'a pas fait, mais avec des faits réels, n'a pas atteint ne t'a pas fait du mal, te détruire, vouloir te tuer, te toucher sexuellement, et que la raison pour laquelle tu détestes ton père, c'est parce qu'il a des problèmes avec ta mère, sache que ton père est ton père. Ton père est ton père. Ton père n'est pas ton mari, en fait. Point. Et ça, c'est la justice. La justice, nous, les humains, on ne l'a pas. C'est Dieu qui donne la justice. Mais la justice, c'est de reconnaître que mon père était certainement un mauvais mari, mais quand je regarde de ma fenêtre, il était un bon père. Et ça s'arrête là, en fait. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise cet exemple et pourquoi est-ce que je suis très vulnérable et très vraie avec toi? C'est parce que je pense que ce qu'il dit est vrai. Et je pense même pas qu'en étant une femme, je suis immune à ce genre de comportement. Et c'est ça le pire. Parce que on porte l'enfant. Donc, on estime que c'est notre enfant. Et donc, on reste humain. Et si effectivement, le père de mon enfant m'a trompé ou décide de se remarier avec une autre personne, ou ne même simplement plus, ça peut arriver. Est-ce qu'à un moment, j'aurais envie ou je peux vouloir utiliser l'enfant? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est mauvais. Et il faudra un moment que je me regarde dans le miroir
et que je me dise Gigi stop ou Gigi ne rentre pas dans ça. Mais oui, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de femmes font. Parce qu'elles n'ont pas... Enfin, t'en as certaines qui n'ont pas compris véritablement qu'en fait, le problème entre toi et le père de ton enfant, ça n'a rien à voir avec ton enfant. Mais t'en as qui sont encore dans le déni et qui ont juste mal, qui ne supportent pas la séparation. Donc, ils veulent utiliser un moyen de pression, comme on le fait tous, comme les hommes peuvent utiliser des moyens de pression avec des femmes qui se considèrent comme des sauveuses et qui vont dire oui, je suis retombée dans l'alcool ou non, j'ai perdu mon travail, j'ai besoin que tu m'aides, etc. Le jeu de couple, finalement, c'est des manipulations à longueur de journée. Moi, je le dis à chaque fois, hein, c'est qui va avoir le dernier mot aujourd'hui ou qui va obtenir ce qu'il veut aujourd'hui. C'est ça l'histoire du couple, tu vois. Dès lors où ça reste sain, pour moi, un couple sain, c'est quand même où tu n'as pas de violence sexuelle, de violence verbale et physique. Même financière aussi. Et financière également. Tout le reste, vous pouvez gérer. Et puis, à la fin de la journée, chacun se manipule. Donc oui, oui, c'est ce que les femmes font. Qu'est-ce que tu penses de... J'ai vu un monsieur dire un jour, il a dit « Women don't care about kids ». Je sais pas. Il a dit « Women don't care about kids ». Parce que, en fait, il considère que si tu arrives parce qu'il y a un conflit avec ton conjoint, à faire souffrir tes enfants, c'est que quelque part, ils n'ont pas la place qu'ils devraient avoir. Non, je sais pas. À méditer. Ne dis pas non tout de suite. Non, j'ai pas dit non. J'ai dit je sais pas. Parce que même si cette phrase, tu la retournerais pour un homme, je te dirais je sais pas. Mais ce dont je suis convaincue, c'est qu'on est tous égoïstes à un moment donné. Peut-être que les femmes, on a l'impression qu'on l'est moins, mais on l'est tous. Enfin, une femme aujourd'hui qui se dit indépendante ou juste qui a envie d'être saine dans son état mental conscient, elle est obligée d'être égoïste en fait à un moment. Donc je suis persuadée que et les enfants, moi j'ai été adolescente, les pré-ados, les ados, enfin le niveau d'égoïsme et d'ingratitude qu'ils démontrent envers leurs parents est indéniable et c'est de notoriété publique, tu vois. Donc je suis convaincue que tous les êtres humains, enfants, adultes, sont égoïstes. Sur la question que tu viens de me poser, que cette question soit posée à un homme ou à une femme, je dirais je ne sais pas. Je ne sais pas. On pourrait dire men they don't like children or they don't love children. Je ne sais pas. Ouais. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. J'avais construit tout un truc là, mais ça m'a un peu échappé. Ok, bon. On arrive à la fin de cet épisode-là. Je vais te proposer donc 2 jeux. Il y a un jeu où tu es censé prendre une question d'une personne qui était là avant, mais tu vas pas le faire parce que c'est moi qui vais choisir la question. Ok. Et ensuite, on va faire le jeu en face de toi. Et puis après, j'ai un cadeau pour toi. Ok ? Donc, la question que je te pose, c'est quelle est ta définition d'une bonne mère ? Et ensuite, tu vas laisser une question pour le prochain invité. Et tu ne sais pas c'est qui. Ma définition d'une bonne mère. Je dois donner la réponse politiquement correcte ou... Non, ici, en fait, on a dit qu'on parlait des choses... Parce que je vais choquer des gens. Vas-y. Dis ce que tu penses réellement. Pour moi, une bonne mère, c'est une bonne épouse. Ok, c'est ta réponse. C'est le début, en fait. Okay. Je dis souvent que tu peux pas être une bonne mère. Comment tu peux être bonne vis-à-vis de ce que vous avez créé sans être bonne vis-à-vis de la personne avec qui vous avez créé l'individu en question. Donc, je pense qu'on commence par le commencement. Une bonne épouse. Et là, on revient sur la question de la remise en question, de se poser des questions, de côté homme comme côté femme.
la question du couple, etc. Mais je pense que le début, c'est ça. Si t'es une bonne épouse, si ton mari est satisfait de toi, je pense que le reste suit naturellement. Donc pour toi, une bonne mère est une bonne épouse. C'est ton dernier mot. Oui. Ok, je respecte. C'est ta réponse. Tu te prêtes au même exercice. Donc, une question ou une citation pour le prochain invité. Quelle question? J'ai plein de questions. Je vais poser. Ça peut être aussi une citation. Hein. Alors, les invités n'arrêtent pas de... Ah, j'ai eu une personne qui a donné une citation, c'est tout. De lui-même, une citation que lui-même a créée? Oui, c'était Natacha. Coucou Natacha, la présidente des immatures. Non, elle va me dire arrête avec ça, la présidente du dérangement. Ouais, Natacha, que je salue aussi, qui est très sympa. Ouais. Il y a qu'elle qui m'a donné une citation. Comme quoi, les gens veulent plus réfléchir. Il y a qu'elle qui a réfléchi un peu, quoi. Comment est-ce que... J'allais dire, mais c'est une question que j'ai entendue tout à l'heure. Parce que mon prochain livre traite de ça. Comment est-ce qu'elle voit l'Afrique dans 20 ans? Ok. Ou plutôt, une autre question, ce serait... Que pense-t-elle de la pression qui est mise sur les épaules des femmes à l'époque des inversions? On est dans une époque d'inversion. Les femmes ont maintenant la pression sociologique, pas sociologique, la pression sociale, pardon, de il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir un bon travail. Ok, c'est très clair. Souvent beaucoup pour impressionner les copines, etc. Ou juste parce qu'on a un peu d'ambition, non? Bref, ça c'est pour un autre épisode. Donc, le jeu en face de toi, je suppose que tu connais en face de toi, donc tant mieux, je ne vais pas présenter le jeu. Tu as les questions rouges qui sont les questions qui sont très directes et pimentées, qui peuvent mettre mal à l'aise. Ceux qui ne sont pas solides comme nous, mais nous on est solides, donc les rouges c'est pas un problème. Et t'as les bleus qui sont un petit peu plus soft. Donc je t'accompagne dans le jeu, tu n'es pas seul. Si tu veux, je peux démarrer. Comme tu as pris un petit snack, je démarre. Rouge direct. Ici on est solide. Tu tombes sur les nudes de ton conjoint avec son ex. Tu fais quoi? Je lui demande, bon, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Et là, il y a même pas, c'est-à-dire, tu me dis directement ce qui est. Comme son règle, là. Si tu essayes de commencer à faire c'est-à-dire que machin, tu t'expliques et on voit. Si tu m'as trompé et que j'ai pas d'enfant avec toi, je te quitte. Hein. Moi, les tromperies, on m'a déjà trop trompé à Street. Je suis fatiguée. Je veux plus. Trompé avec son ex? Oui, si m'a trompé. Tromper, peu importe. Moi, je n'accepte plus. On m'a trompé jusqu'à ma vingtaine. C'est bon maintenant. Tu vois? Bon, jusqu'à maintenant, je l'ai, comme dit Natacha encore. Pour le moment, tu n'as pas attrapé, donc tu ne sais pas. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, c'est ça. Donc voilà ma réponse. Tu peux répondre aussi si tu veux. Hein. Tu tombes sur les nudes de ta conjointe avec son ex. Tu fais quoi? C'est mort. Toi, il n'y a même pas les questions. Parce que, en fait, j'estime que les photos des nudes, ça résume un vécu, un truc assez fort que vous avez partagé. J'ai pas à tomber dessus. Si je tombe dessus, ça veut dire que c'est encore... Si tu me dis que je suis allé prendre un disque dur caché dans le fin fond du tiroir poussiéreux, j'ai pris le truc, j'ai branché, j'ai vu les trucs, ok, mais là je me balade sur l'ordinateur, je vois les... On me dit, mais en fait c'est encore t'es avec moi, mais t'es déjà... Non, moi, non. Les amis, vous voyez la différence. Hein. Moi, voilà, moi, je veux quand même comprendre. Lui, non, c'est mort. Non, c'est mort. Il y a même pas d'explication, en fait. C'est mort. Ok. Et si c'est l'enfant qui a accidentellement envoyé les nudes, ou s'il y a eu un piratage, enfin, ça t'intéresse même pas. Dans l'ex,
L'enfant de l'ex qui envoie les nudes. Non, l'enfant, si tu as des enfants, il peut y avoir des circonstances atteignantes. Ça peut être, par exemple, un bug où la personne s'est fait pirater. Non. Toi, tu ne cherches même pas d'explication. En fait, je dirais plutôt que je ne cherche plus d'explication. Ok. Si tu n'as pas fait le ménage avant de me laisser la place, genre qu'il y ait possibilité que je tombe sur un truc, c'est que c'est même pas sain à la base. Donc si je tombe dessus, non. Next. Fair enough. Vas-y. Pourrais-tu sortir avec une femme célibataire qui est enceinte d'un autre homme? What? Non? Pourquoi? La fille est bien, elle est prête à t'accompagner dans Non. ta mission de Non, vie. non. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Pourrais-tu sortir avec une femme célibataire qui est enceinte d'un autre homme? Oui, c'est-à-dire ça fait 5 mois qu'elle s'est... Imaginons, je prends une situation qui arrive certainement. Elle était avec son conjoint depuis 5 ans, d'accord? Elle tombe enceinte, elle se rend compte que le mec a une double vie. Elle a un principe de vie qui est le suivant: je ne reste pas avec un homme qui me trompe. C'est un principe de vie qu'elle a. Donc elle décide de le quitter parce que ça va à l'encontre de son principe de vie. Le mec, il vit une double vie, hein, ça a avéré, il a avoué et tout, ok? Il s'avère qu'elle est enceinte. Toi, tu la rencontres à ce moment-là. Mais pourquoi faire? Enfin, attends, donc je vais la rencontrer, elle est enceinte, donc le... Bah, elle a 5 mois. Non. Non, mais ça, toi, tu pars du principe où tu vois, t'as des grossesses qui sont extra-utérines, qu'on ne voit pas. En tout cas, il y a certaines grossesses qu'on ne voit pas. Les dénis de grossesse, pardon. Ouais. Donc, toi, en fait, tu te bases juste sur le physique. Donc, ce qui veut dire concrètement, on va au bout, hein. Physiquement, elle a le déni de grossesse, d'accord? Tu vois rien. Tu vas faire tes bails avec elle, et puis dès que ça va sortir, pouf, tu la jettes. C'est ça que ça veut dire concrètement. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, faut dire la vérité. Oui, bien sûr. Moi, je vais dire la vérité, hein. Ça rejoint un peu la réponse que j'ai donnée par rapport si on tombe sur les nudes. Il y avait quelqu'un juste avant moi. Non, mais tu n'es pas en capacité de dire qu'elle est enceinte. Elle a le déni de grossesse. Donc, quand tu la vois, elle a un ventre plat. Tu ne peux pas dire qu'elle est enceinte. J'ai bien compris. Mais il y a eu un mec avant moi. Que je sache ou pas, pour elle n'a pas fait ce truc de se dire I have to cleanse myself. Tu vois, mais comment ça clean? Tu clean? Non, pas clean. Genre cleansing. Genre, je veux dire, en fait. Mais cleansing quoi? Un enfant? Non, la relation avec le mec. 5 mois, c'est récent. Oui, mais tu la rencontres par exemple dans un dîner. Vous n'êtes pas en date. Tu la rencontres. Qu'est-ce que la question dit? Si je la rencontre et que je ne sais pas, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Mais oui, je sais. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Il va se passer quelque chose. C'est ce que je dis. Mais en tout cas, je veux savoir mais c'est pas juste, Astrid. C'est pas juste. Encore donc, une moi, fois, je dois assumer... les amis, vous pouvez le juger. Voilà, jugez-le. Donc moi, je dois assumer les bêtises. Non. Enfin, je t'aime bien. On a passé de bons moments ensemble, mais you have to go. Sorry. Je suis surpris, mais en même temps pas étonnée. Pourquoi il y a des gens qui disent oui, que genre il assume l'enfant, il reste avec elle et tout. Mais en fait, moi, ce qui me choque dans ta réponse, mais c'est vrai, c'est juste vrai, parce que c'est comme ça que les hommes pensent, certains, c'est que, en fait, si tu ne vois pas, tu es ok. Mais dès lors où ça va se voir, et c'est réel ce que tu dis, et encore une fois, j'approuve ton courage, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Là, t'es pas en train de mentir. Mais c'est juste pas juste, en fait. Mais donc, c'est juste d'assumer. Non, mais est-ce qu'on t'a demandé d'assumer? Bon, c'est une discussion pour un autre jour. Mais après, tu vois, là, je te parle de... Ce que j'ai donné comme réponse, c'est un peu une réponse dans l'idéal. C'est ce que je voudrais être en mesure de faire si ça m'arrivait. Mais après, quand tu vis la chose, si ça arrive, tu sais pas. Tu sais pas comment tu peux... Il y a des gens qui disent, oui, moi, il y a des femmes qui disent ça aussi, c'est vrai. Mon mec, s'il me trompe, c'est fini. Mais attends, souvent, tu les vois 8 ans, 10 ans après. Le mec l'a trompé plusieurs fois et la personne la femme a été résiliente, elle a pardonné, enfin, même l'inverse. Donc, quand tu vis la situation, tu sais pas comment tu peux prendre les choses. C'est vrai. Bon, tu essaies de te rattraper là.
un membre de ta famille tombe sur tes nudes, tu fais quoi? Moi, enfin, ok. Franchement, je vais être dans un bad trip, on va pas se mentir. Moi, je suis africaine, les histoires de nudes, là, déjà, c'est très, très bad pour les parents. Que ça soit ma mère, ma grande sœur, mes 2 grandes sœurs ou mon grand frère, non, c'est bad pour moi. Hein. Moi, je fais un bad trip, direct. Même si je prends pas de nudes, mais je me suis mise dans la question, et oui, je fais un bad trip. Parce qu'il faut expliquer. Si tu trouves pas ta mère à l'hôpital. Je trouve que les hommes et les femmes, on n'est pas égaux sur ce genre de questions, sur ce genre de On n'est problèmes. pas égaux sur beaucoup de choses, hein, la vérité. J'aurais tendance à pas être plus que ça. Enfin, ça doit être compliqué de trouver des nudes de moi. Mais là, t'es dans le cas où je t'en fiche, t'es un homme. Ça te... Ouais. Voilà, t'es pas en contraire, grosse panique au contraire comme même, moi. au contraire même, tu vois. T'es pas en grosse panique comme moi. Ok, tu joues une dernière fois ou pas? Ouais. Et comme ça, je te donne ton cadeau. Non, mais le joker, en fait, ça veut dire que tu ne te prononces pas. Ah, ok. Ouais, le joker, c'est je ne me prononce pas et on n'utilise qu'une fois. Ça, c'est ma règle. Il regrette déjà d'avoir pris la carte. On est solide, Astrid. On est solide. Que ferais-tu si tu découvres que ton enfant n'est pas le tien? Purée de pommes de terre. Je dois répondre avant ou c'est moi qui réponds avant? Non, mais c'est toi qui as lu. La question, elle est pour toi. J'ai du mal à me projeter. En fait, c'est tellement une dinguerie que je sais pas. Mais pourquoi c'est autant une dinguerie pour les mecs, en fait? Mais c'est grave. Tu crées un lien d'attachement. Bon, ça, tu pars du principe où, en gros, ta femme ou ta conjointe t'a menti. Ouais. Mais si on a échangé les bébés, parce que ça aussi, ça existe, non? Si on a échangé les bébés, c'est pas, ça Mais existe. ça, comment tu sais? D'ailleurs, d'abord, toute ta colère va aller sur ta conjointe ou ta femme, en croyant qu'elle t'a menti, blablabla. Mais il y a aussi ce facteur-là que beaucoup d'hommes ne considèrent pas. Échanger les bébés. Si on change les bébés, pour moi, ça reste mon enfant. C'est pas grave. Ok. C'est l'enfant que j'ai aimé, que j'ai élevé. Mais quand c'est des trucs de You are not the father et tout ça là, avec les tests ADN, c'est très dur. Je pense qu'il n'y a rien de plus dur pour. Il y a le deuil. Je pense qu'il y a le deuil en premier, comme douleur. Waouh! Non, mais les hommes, vous êtes et juste des après, gros et juste après, il y a la douleur de se dire que ton enfant n'est pas le tien, en fait. Waouh! Je pense. Parce que Waouh! ça veut dire que ta femme t'a trompé, ta femme t'a menti. L'enfant que Wow. t'as aimé c'est pas légitime. En fait, toute ton existence presque est remise en question. Waouh! Et même celle de l'enfant aussi. Ah non, mais là, moi, je suis choquée, hein. Le fait que tu mettes en deuxième après le deuil. Bon, ok, écoute. Toi, Ok. t'es pas d'accord? Bon, Non, après, moi, ça reste mon enfant, en fait. Parce que moi, dans mon cas, dans le cas de la femme, c'est soit effectivement elle a menti à son homme, et là, bon, elle va devoir l'assumer à un moment ou à un autre, et ça va être désastreux dans tous les cas pour les deux parties. Ou soit on a échangé les bébés, mais la personne reste quand même mon enfant, donc je vais essayer, dans le cas où on a échangé les bébés, je vais essayer de trouver mon enfant, mais ça ne change rien sur le fait que j'ai déjà élevé mon enfant actuel. Je pense que j'ai pas encore d'enfant et c'est toujours plus facile de refaire le monde quand on n'a pas d'enfant. Mais je pense que sur ce côté-là, on est un peu plus soft que les hommes. Moi, ce que tu viens de me dire là, je me dis, mais pour vous, vous voyez ça comme une dinguerie en fait, tu vois? Il y a ce rapport Dieu, l'homme, Sa famille. la famille. Hmm. Tu vois, il y a cette espèce de filiation qui est super importante en fait. La suite, la relève, une continuité. Parce que mon père nous a quittés en 2022. Je devais faire la tournée internationale avec lui. Et parfois, j'ai l'impression que je suis lui. Et je me dis que c'est fort en fait d'avoir un enfant parce que quelque part c'est toi. Même si tu vis pas exactement ce que la personne vit, tu ressens pas sa douleur.
ses peines, etc., ses joies, mais c'est une continuité de ta personne. Donc quand tu apprends que, en fait, c'est pas vrai, c'est même quelque part, c'est même comme si tu mourais. Non, mais ça se voit là que ça t'a mis en mini PLS. Ben oui, franchement, cette question-là. Ton enfant n'est pas le tien. Waouh. Ok, on arrive à la fin. Je vais te donner un cadeau et puis après on prendra ton mot de la fin si tu en as un. Donc pourquoi un cadeau? Parce que comme je disais, toutes les personnes qui viennent dans ce podcast, j'éprouve une certaine admiration soit pour le parcours, le travail ou la personnalité tout simplement. Et je me dis la moindre des choses quand même, lorsque je passe un bon moment avec des personnes, c'est de leur offrir quelques cadeaux. C'est des cadeaux qui sont, je dirais, un petit peu humoristiques. Mais je te laisse les découvrir. Bon, toi, ils sont pas trop humoristiques. Il y en a un sur deux. Mais voilà, l'esprit, c'est que c'est sympa en tout cas. Merci beaucoup pour l'attention. Ah. Alors, Bouddha, pourquoi? Parce que j'espère qu'à chaque fois que tu vas regarder ça, tu penseras au fait que, à ce que je vais dire maintenant, préserve ta sérénité envers et contre tout. Voilà. Merci, ça me touche. Ça me parle, ça me ressemble. T'as bien une bonne... t'as touché la cible. Je vois un livre à l'intérieur. Bon, oui, alors ça, je me demande si tu l'as pas déjà lu. Mohamed Bongarsar. Goncourt. Je ne l'ai pas encore lu. Ok. Mais il a été Goncourt avec ce livre. Alors pourquoi est-ce que je te l'offre? Parce que dans ce livre, en fait, il parle à un écrivain. Tu es écrivain toi-même, donc tu me diras ce que tu en penses. Et voilà, tu me diras ce que tu en penses. Voilà, parce que c'est écrit d'une certaine manière, il écrit extrêmement bien, la prose littéraire est... C'est autant tu vois, j'ai lu des livres comme les impatientes, oui, les impatientes de Jaili Amadou Amal, les impatientes oui, où aussi. Je vais être honnête avec toi, on n'est pas dans la grosse prose littéraire, d'accord, mais c'est des livres qui vont, ce sont des livres, comment dire, pas révolutionnaires mais activistes et qui sont capables, ce livre-là est capable de traverser le temps. Moi, je l'ai lu, je sais que ma fille, ma petite fille, et après, enfin, à 7, 8, 9 générations, elles continueront de le lire et elles auront le même impact, je pense. Donc ce livre-là, pour moi, traverse les générations. En lisant le livre de Mohamed, j'ai pas eu cette impression-là. Ce qui m'a frappé, c'est comment est-ce que l'histoire est racontée et la prose littéraire. He didn't come to play, honey. Mais tu me diras ce que tu en penses. Je savais pas que je pouvais... J'ai entendu ça, j'ai entendu que c'était très soutenu, c'était très recherché, c'était... Merci. J'ai pas l'habitude des cadeaux. Donc je le prends... Il faut prendre cette habitude, c'est important. Tu n'as pas l'habitude qu'on t'offre des cadeaux ou que toi tu offres des cadeaux? Qu'on m'offre. Ok. On a aussi tendance à reproduire ce qu'on vit, donc est-ce que tu offres des cadeaux, Astrid? J'offre des cadeaux symboliques qui ne vont pas forcément être palpables. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'offres pas des sacs Dior, quoi. Non. Ok. Donc, les filles qui regardent là, bon, vous allez pouvoir l'assassiner. Voilà, ça, c'était le dernier mot qui vous donne toutes les cartes pour l'assassiner en commentaire. En tout cas, je tiens à te remercier pour le cadeau, pour le geste. Ça me touche. Avec grand plaisir. Dernier mot, est-ce que tu as un mot de la fin ou pas? C'est pas obligatoire, hein, parce que j'ai l'impression que quand je dis ça aux gens, ils se disent bon, non, faut que je dise un truc. Non, si t'as rien à dire, t'as rien à dire. Non, je pense que j'ai rien à dire. Ok. Je pense que la plupart des choses ont été abordées, donc. Ça marche.
Merci d'être venu me donner la force. C'est Et normal. puis ici, c'est chez toi, hein, C'est normal. quand tu veux. Ok. Merci, merci. Les amis, on est arrivé à la fin de l'épisode. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Et puis, je vous dis au prochain épisode. Hein. On est ensemble. Bye bye. Hello, c'est encore moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, alors il y a quelques vidéos à moi qui vont apparaître soit à gauche, soit à droite. N'hésite pas à cliquer dessus et à continuer à me soutenir en regardant les vidéos. À plus.